Non mais ça va peut-être aller le mariage? Oh, c'est nul. C'est une vieille série 6, 60 et quelques. Mais V8. Ça va jouer, oui, par contre. Oh, bah super. Bah écoute, un bon Vultec sur Volkswagen. Histoire de bien se faire démonétiser. Putain, après on a fait Porsche, hein. Et c'est passé. YouTube, ils vont voir ça, ils vont dire général, Q, clic, clic, fin. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui, secret d'histoire. C'est formidable. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans les années 40 chez Volkswagen, je me demande. Alors déjà, comment ça se fait qu'il y ait des loulous qui aiment bien regarder des Vultec d'une heure sur des trucs qui se sont passés il y a 70 ans? À faire, c'est plus long. Mais à regarder, c'est intéressant, hein. Moi j'aime bien. En fait, c'est bien parce que t'apprends des trucs qui te serviront jamais. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une marque. Vous nous l'avez demandé un paquet de fois et cette marque fait partie des marques avec beaucoup de fanboys dedans. Ce que j'ai du mal à comprendre pour Volkswagen en réalité. Même Tesla, je comprends parce qu'il y a un aspect parti pris, alors que Volkswagen, il n'y a justement pas trop de parti pris. J'aime bien l'histoire après les années 40. 50 même, passe les années comme ça au moins, c'est fait. 2000. Voilà. Si vous êtes allé à l'école, vous saurez normalement le début de l'histoire Volkswagen, puisque vous avez révisé la Seconde Guerre mondiale et Volkswagen est littéralement né pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, contrairement à la plupart des marques, Volkswagen n'est pas lié à l'impulsion d'une personne, d'une famille, genre Peugeot, c'est la famille Peugeot. Citroën, c'était André Citroën. Lamborghini, Ferrari, on peut décliner ça en plein de choses. Volkswagen est lié, alors... D'une personne, effectivement. Mais c'était pas genre une famille ou un truc, c'était un outil de propagande. Oh non! Ça glisse, le petit moustachu. C'est marrant, techniquement, il a la moitié de ta moustache. Nous nous retrouvons donc au début des années 30. Le petit moustachu tout en haut un peu colérique se décide à lancer une grande Allemagne. L'idée c'est que l'Allemagne réussit sur absolument tous les points. C'est moi qui est la plus grosse que tous les autres. Le petit colérique se dit que les Anglais se développent beaucoup sur l'automobile, les Italiens se développent beaucoup sur l'automobile. Et les Italiens et les Allemands, ils étaient très copains. Et c'était vraiment un concours de zizi entre eux. Les Français commencent à bien se développer là-dessus, avec notamment la traction qui commençait déjà à arriver. Et l'idée vient à germer dans la tête du petit colérique que l'Allemagne doit déjà être supérieure aux autres, mais ça a toujours été ça dans sa tête. Et donc quoi de mieux que de développer des immenses autoroutes ultra larges? L'histoire dira que les autoroutes ultra larges étaient là déjà effectivement pour aider à l'industrialisation du pays et au transport, mais pouvaient aussi servir de piste d'aéroport en cas de problème. C'est pour ça que ce petit monsieur se décide à créer des grandes autobahnes, mais qui pour l'instant sont vides. Alors ça c'est le cas chez tout le monde, l'automobile au début des années 30 est un produit de luxe. C'est vraiment une poignée de gens qui peuvent s'en acheter. Vous poserez donc la question, à quoi ça sert d'avoir des grandes autoroutes s'il n'y a rien qui roule dessus? Il a eu la même réflexion que vous, et c'est donc comme ça qu'il lance un appel d'offres début des années 30 pour lancer un modèle automobile de masse. Je trouve chouette ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui prennent l'appellation de la première boîte du mec qui les construit. Très heureux que cette marque s'appelle Volkswagen finalement, et pas du nom de famille de ce petit monsieur. Parce que vraiment la marque avec ce nom de famille, elle vit tellement peu de temps. Tu l'as pris ta petite... Non! L'idée du petit moustachu, c'est de créer une voiture qui s'adresse à tous. Une voiture pour le peuple. Volkswagen, la voiture du peuple. Nous, ça fait un nom rigolo parce que c'est dans une autre langue. Volkswagen. Mais chez eux, c'est voiture de peuple. Das Auto. À notre époque, c'est quelque chose qui peut paraître assez standard. Tout le monde a une voiture globalement, au même titre qu'on a un frigo, un téléphone. Début des années 30, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et ça ira d'ailleurs dans toutes les idées du petit moustachu pour bien se faire voir du peuple. La plupart des gens dans le peuple sont conscients qu'ils ne pourront pas avoir une voiture. Et donc, quand le dirigeant d'alors leur dit « Je vous donnerai l'accès à une voiture », ça fait partie des choses qui l'ont rendu populaire. L'idée du petit moustachu, c'est de lancer une voiture à moins de 1000 Reichsmark. Des gens se sont lancés dans l'appel d'offres et se sont dit oui mais enfin c'est drôle mais 1000 Reichsmark ça va pas le faire quoi. Mission impossible qui sera confiée à Ferdinand Porsche, on vous en avait parlé dans le Vultec sur Porsche, vous suivez, merci. Ferdinand Porsche qui sera sélectionné dans son appel d'offres pour deux raisons. La première raison officielle c'est que son projet avec la KDF Wagen est un projet vraiment innovant qui permettra de faire de grosses économies et donc de réellement lancer la voiture. Et la deuxième raison c'est que c'est juste un énorme pote au petit moustachu et que du coup il a passé son projet devant tout le monde. Pardon? Je le rappelle pour l'anecdote, lorsque Ferdinand Porsche propose son projet au milieu des années 30, ce n'est littéralement qu'une ressucée d'un projet fait par Tatra dont les brevets seront plus ou moins copiés. Et Tatra n'aura qu'une très légère rétribution des années plus tard. Et donc on se retrouve avec deux gros nazes qui volent un projet pour créer un modèle qui sur le papier n'est pas techniquement faisable pour un peu voler l'argent des gens. Mon Dieu. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais lorsqu'est lancé ce projet, ils se rendent compte assez vite que le projet de la KDF Wagen, c'est comme ça qu'elle sera nommée en premier, qui
n'avait pas encore tout à fait la tête de la coccinelle, ne sera pas tout de suite productible pour tout le monde à grande échelle. Ils se disent donc, MDR va falloir trier, et c'est donc qu'est né un peu ce système de carnet. Alors je vous le refais très rapidement. La demande de la KDF Wagen va devenir vraiment énorme, mais ils se rendent vite compte qu'ils ne pourront pas le fournir à des millions d'Allemands. Donc, plus de 300 000 personnes du parti travailliste en place, parti des gros nazes, je vous fais la traduction, mettront la main à la poche pour remplir un petit carnet avec des timbres. C'était tout simple, ils avaient un carnet, ils collaient des timbres. Chaque timbre valait 5 Reichsmark, et quand tu avais accumulé 1000 Reichsmark, je vous rappelle que 1000 Reichsmark à l'époque c'était Énorme. vous aviez le droit à votre voiture. Et c'est en ça que je vous disais que Volkswagen a été un outil de propagande pure, puisque Volkswagen a été un outil communautaire. L'idée c'était d'engrainer des gens qui adhéraient au parti pour pouvoir les récompenser et au passage leur piquer un peu de thunes en avance avant de leur livrer la bagnole, en leur disant, vous voyez les gens qui adhèrent ont le droit à une voiture contrairement aux autres, adhérez donc au parti et mettez de l'argent dans le parti MDR, enfin un vrai pot à merde le bordel quoi. C'est de la merde, c'est tout. Pour votre anecdote, les 300 000 personnes qui auront mis la main à la poche ne verront jamais leur bagnole avant la Seconde Guerre mondiale. Il faudra attendre vraiment beaucoup d'années plus tard pour que Volkswagen leur rétribue la voiture qu'ils avaient payée des années avant. La plupart des gens qui y avaient participé étaient des travailleurs qui ont été appelés au front et qui sont morts entre-temps. C'est donc en 1938 qu'est présentée par Volkswagen la Volkswagen Type 1. Toujours pareil, les Allemands c'est très pragmatique. La voiture du peuple numéro 1. Voilà. Cette voiture était donc le prototype destiné à motoriser les masses, mais pour que cette voiture voie le jour, il faut deux choses. Déjà, une usine, pour la fabriquer c'est déjà mieux. Le parti en place va donc créer l'usine de Wolfsburg, qui est littéralement un monstre. L'usine de Wolfsburg, lorsqu'elle est créée, est la plus grande usine du monde. Pour vous resituer un peu, c'est même pas une usine, c'est une ville-usine. Puisque l'usine était tellement grande et devait brasser tellement de monde et de flux, ils ont commencé à créer des habitations et de quoi faire vivre une ville. Ce qui est cocasse avec Volkswagen, c'est que toute l'origine de cette marque, rien n'est bien. Les terres sur lesquelles ils ont installé l'usine, ils ont tout volé. Ça vous ennuie si je me taille les veines? Il y a une partie de gens qui ont mis à disposition des terrains parce qu'ils étaient adhérents au parti, et une partie de gens qui ont été dégagés à grands coups de pied au cul. Quand tu vois la gueule de l'usine, elle fait pas plaisir l'usine. Hein. Elle fait peur, ouais. J'ai pas envie d'aller bosser là-dedans. Hein. Ça fait flipper ce visuel. Cette usine sera financée en grande partie grâce au fameux carnet de timbres que les gens ont payé, c'est-à-dire ils ont payé une usine qui fera pas leur bagnole puisque cette usine va vite faire de l'armement en fait. Et cette usine finalement à la fin des années 30 ne fera que très peu de véhicules de façon générale et ils feront surtout des moteurs, des missiles, des armes. Voilà. Oh, on est déjà en 45. Eh ben dis donc, c'est passé vite. L'usine de Wolfsburg a créé des millions de tonnes d'armement et est donc devenue une cible privilégiée pour les Alliés. Bien sûr, je fais la guerre. Je vais viser là où ils font les armes, parce qu'au moins, s'ils font plus d'armes, ils me tapent plus dessus. Et donc, à la fin de la guerre, l'usine sera totalement dévastée. Ah non, mais là, il n'y a plus rien, genre type plus rien. C'est-à-dire que les Américains ont éclaté l'usine, hein, vraiment. Les ont laissés aux Britanniques qui ont pillé l'usine. Waouh, même le cadavre, il a été souillé. Ils ont rasé le bordel. Et on se retrouve donc à la fin des années 40 avec une usine Volkswagen qui fait plus rien. Elle fait quelques bagnoles parce que les Anglais ont passé commande et elle fait quelques bagnoles pendant qu'elle se fait reconstruire. Le peu qui reste est complètement saisi par les Alliés, c'est-à-dire que plus rien n'appartient à l'Allemagne globalement dans cette usine. Dans cette usine, il reste quoi? Le directeur, Anton Piech. Je vous place son nom ici pour déjà vous dire que c'est un gros naze. Si vous croisez ce mec, c'est un vrai fils de p***. Il sera pas croisé, vraiment, il y a peu de chance. Il va falloir une pelle pour le croiser lui. Les Alliés décident d'assainir l'usine, c'est-à-dire que tous les gros nazes à la direction sont dégagés. T'es viré. Tous les noms sont changés pour un petit peu effacer l'image. T'inquiète, c'était juste une usine. Les Alliés, qui la plupart du temps pillaient ce qu'il y avait, et à leur place on aurait peut-être un peu fait la même chose, avaient aussi une mission de réindustrialiser le truc. L'idée c'était, vu que le pays était en ruine, c'était pas de le laisser en ruine. Et c'est ainsi que le peu qui reste chez Volkswagen se retrouvera à faire de l'outillage, quelques moteurs. Et dans les rares ouvriers qui restent, certains, sur leur temps libre, font des bagnoles. Ils avaient un peu pris goût au projet de la KDF Wagen et de la Type 1, et trouvant le projet particulièrement mignon, et principalement pour s'amuser, parce que quelques ouvriers finiront par créer quelques prototypes de la KDF Wagen, puisqu'il n'y en a pas eu un seul modèle qui est sorti, et donc il n'y a aucun modèle survivant. C'est-à-dire qu'ils ont pris des plans et se sont dit, tiens, on va essayer de faire la voiture dont ils avaient fait le plan des années avant. Et les Alliés sur place, notamment britanniques, se diront que peut-être qu'il y a un coup à jouer en leur donnant comme mission de refaire ça. Et ils iront même jusqu'à passer commande pour eux-mêmes pour dynamiser le truc. Et petit à petit, Volkswagen se retrouvera enfin à faire des voitures pour monsieur et madame tout le monde. La Volkswagen Type 1 qui a été renommée coccinelle pour des raisons évidentes que KDF Wagen ça va pas se vendre. Vraiment, je pense qu'ils ont dû tous se regarder en se disant, dis donc, KDF Wagen c'est pas possible. Coccinelle. Ça y ressemble en plus, regarde, avec sa petite carapace, là, son petit dôme, là, c'est super, voilà. Ça va se vendre par pelle. Ça s'est vendu par pelle. Quoi de mieux qu'un véhicule économique,
solide et pratique pour remotoriser un pays entier. Je vous le rappelle, à des autoroutes toutes neuves. Il manquait un petit truc pour en faire un burger mondial, puisque la coccinelle, ça a été un raz-de-marée mondial. Et vous vous dites, mais comment ça se fait que la coccinelle est devenue si connue? Eh bien, la coccinelle a surtout une carrière aux États-Unis. Certains importateurs se décident à importer ce petit véhicule aux États-Unis. Alors tu te dis, mais mon Dieu, c'est une connerie. J'ai gagné la Seconde Guerre mondiale. J'ai plein de thunes. Mon pays est florissant. Pourquoi j'achèterais une Volkswagen? Eh bien justement, les voitures aux États-Unis sont encore des véhicules un peu chers. Et entre les années 50 et 80, les États-Unis, c'est un délire. Comment c'est comme ça. Et alors que les Américains n'avaient qu'un seul véhicule pour le foyer, les Américains commenceront à se dire qu'ils peuvent s'acheter une deuxième ou une troisième voiture. Et s'ouvre alors à Volkswagen et de façon générale aux marques européennes un marché incroyable. Tellement de pognon à se faire. À l'époque, ils étaient déjà plus de 150 millions de gens pétés de thunes. Va commencer à être importée la coccinelle aux États-Unis, qui sera absolument jamais la première voiture du foyer. Ça n'a jamais été le but. Quoi de mieux pour compléter les véhicules du foyer que la coccinelle? Ça coûte rien, c'est mignon, c'est rigolo. Let's go la coccinelle. Ok, let's go. Mais n'allez pas croire que la coccinelle avait déjà tout cru dans le bec. La coccinelle sera fortement aidée par une campagne de marketing qui est encore aujourd'hui considérée comme l'une des plus bonnes campagnes de pub, grâce à une campagne globale qu'on appelait la campagne Think Small, pensez petit, menée par une agence de marketing qui s'appelle DDB et qui suivra Volkswagen pendant encore de très longues années après. Donc ça a été vraiment le début d'un grand partenariat. Lorsque les importateurs amènent la coccinelle aux États-Unis, ils se rendent bien compte que séduire un pays de gens qui achètent un véhicule de minimum 5 mètres, ça va être dur. Et cette campagne va être incroyable parce qu'elle va vraiment changer la façon de penser des gens, et cette campagne de pub aura un impact énormissime sur la vente de la coccinelle, à tel point qu'ils en vendaient plus aux States que chez eux. On vous met 2-3 illustrations de la campagne où ils avaient vraiment choisi de prendre le contre-pied de ce que les gens pensaient à l'époque. Si je veux une bonne voiture, elle est grande, une petite voiture ne peut pas être grande, puisque souvent taille est associée à qualité, un peu comme une bite. C'est rigolo. Alors pour le coup, c'est réel, hein. Souvent on dit une grosse bite c'est mieux. Non, personne Demandez dit ça. à ces dames, c'est pas vrai, hein. Voilà, non mais ce qui est très drôle, c'est que tous les hommes disent une grosse bite c'est mieux, toutes les femmes disent Pierre, t'as un petit zizi, ça va très bien. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. C'est comme ton enfant, s'il est un peu con, tu lui dis non mais c'est pas grave. Il est gentil. Tu vas t'en sortir, t'es gentil. Et puis t'as une énorme bite, fiston. Donc ça ira. C'est réel, hein. À l'époque, quand ils sortaient des voitures, ils les mettaient exagérément grosses volontairement, puisque les gens avaient juste fait l'amalgame grosse voiture bien. Ces pubs étaient tellement drôles et tellement appréciées que la coccinelle sera un succès phénoménal, bien secondé par un second véhicule que vous connaissez forcément, la Volkswagen Type 2, autrement appelée Volkswagen Combi. Pareil, hein, il y a eu un débouché aux États-Unis fou, parce que c'était tellement mignon. Puis tellement pratique. Alors avec le recul, c'est de la merde le Combi. C'est de la merde. Ce qui est drôle sur le Combi, c'est que c'est la même base que la coccinelle, donc le moteur est derrière comme la coccinelle, donc plus t'es derrière, plus t'as chaud. Et plus t'es devant, moins t'as chaud. Ce qui est bien, puisque le conducteur est bien sûr assis à l'arrière. Écoute, c'est sorti, ça a marché, tout le monde en veut, maintenant ça code comme jamais. Quel enfer. Pour vous donner un ordre d'idée à quel point la coccinelle a été phénoménale dans l'histoire de Volkswagen et même dans l'histoire de l'automobile, la coccinelle est encore à ce jour le véhicule le plus vendu de l'histoire, avec 22 millions d'exemplaires. Pour vous donner un indice, la 2 chevaux, qui a été un banger absolu, hein, la 2 chevaux, ça a remotorisé un pays, c'est 9 millions. Et arrêtez de me dire, mais c'est pas vrai, la Toyota Corolla, elle a passé les 10 millions sur 2500 générations. La coccinelle, c'est un modèle. Ils l'ont faite en 38, elle a jamais bougé jusqu'en 2000. Je voulais pas préciser ça, mais en Amérique du Sud, elle a été fabriquée jusqu'en 2000. 2003, au Mexique, t'avais encore des cox qui sortaient d'usine. 9. Incroyable. Volkswagen a eu une aventure exceptionnelle en Amérique du Sud, avec même des modèles juste créés là-bas par Volkswagen pour Volkswagen. Il existe une Volkswagen Gol. Volkswagen se porte extrêmement bien et va passer les années 50 et 60 dans une forme absolue sans réellement changer la gamme, hein, coccinelle, combi. Et Volkswagen se rend bien compte que le tournant des années 70 par rapport à une concurrence qui arrive très très fort, vraiment ça va pas le faire. Et c'est ainsi que Volkswagen rachètera au tout début des années 70 une marque concurrente qui s'appelle NSU. NSU qui à la base était un fabricant de motos, c'était le plus grand fabricant allemand de motos. Et vous vous dites, tiens donc mec, pourquoi que Volkswagen ils vont acheter un fabricant de motos? Eh bien NSU ne faisait pas que des motos, ils faisaient aussi des voitures, et NSU était une marque allemande extrêmement technologique. C'était un peu le Citroën de l'Allemagne. Eux, leur truc, c'était la techno. Et il s'avère que chez NSU, ils ont plusieurs trucs très intéressants. Ils ont déjà une usine de fils de pute. Elle est toute neuve, elle est incroyable, elle est super. Chez NSU, ils ont 2 gros projets en stock. Ils ont des technologies phénoménales en stock, notamment le refroidissement liquide. Aujourd'hui, c'est une norme, il n'y a plus de voiture à refroidissement par air. Le refroidissement liquide, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau et vraiment de très en vue. La traction, on vous en avait parlé dans le texte sur Citroën, une technologie vraiment moderne et qui révolutionne
révolutionne la tenue de route des voitures. Tout ce que Volkswagen n'a pas. Ils ont des moteurs à l'arrière, c'est-à-dire mal placés, refroidissement à air et propulsion mal bornée. Ils ont donc tout plein de technologies très intéressantes et ils ont aussi un deuxième projet en stock, le moteur rotatif. Alors, c'était une connerie le rotatif, voilà, vous voulez l'épilogue, on va avancer vite, c'était une connerie, il y a 3 marques qui seront lancées dessus. Mazda, ils se sont foutus dans la merde, Citroën, ils ont failli faire faillite à cause de ça, NSU, ils ont fait faillite. C'était une connerie. NSU se retrouve dans une merde noire à cause de ses investissements sur le moteur rotatif qui était censé être le moteur du futur. Ce qui fait que Volkswagen les rachètera à pas cher. Alors du coup, je suis navré, hein. Ils ont tout pris ce qu'ils voulaient, ils ont tué NSU. Et ils vont même faire un truc un peu incroyable. Il y avait 2 modèles en stock chez NSU à l'époque. Une voiture qui s'appelait l'Aero 80, qui est sortie à quelques milliers d'exemplaires et qui a amené NSU à la faillite. Il y avait un autre modèle qui s'appelait la K70. Volkswagen, ils sont arrivés. Dis donc, elle est pas mal cette K70. On va enlever le logo NSU devant. On va mettre un logo Volkswagen et on va dire que c'est nous qui l'avons faite. Bande d'enfoirés! Et du coup, réellement, en 1970, la voiture est prête, l'outil de production est prêt, les ouvriers sont prêts, la pub est prête. Volkswagen est arrivé et a repris le projet tel quel, sans même changer le nom. Après, je suis pas certain que NSU s'en serait sorti grâce à la K70, puisque même Volkswagen, ça n'a pas marché. C'est aussi ça qu'on peut voir. Et cette voiture sera un bid, mais aura au moins l'avantage de montrer à la clientèle que, ok, Volkswagen, ça change. Volkswagen va connaître un changement profond et ça commencera en 73 avec la Passat et en 74 avec une voiture dont vous avez déjà entendu parler, j'espère. La Volkswagen Golf! Le bon produit au bon moment. Volkswagen va totalement renouveler sa marque, abandonner tous les vieux modèles. On recommence bassin, berline pour tout le monde, Passat, petite citadine pour tout le monde, Golf. Un banger pour plusieurs raisons. 1. Techniquement, cette voiture est bien. Normal, c'est une NSU. Elle reprend beaucoup de choses, c'est pas une NSU. Elle reprend quand même une grande partie des projets type 50 qui étaient des NSU qui sera vendu chez Audi. Et comme chez Audi ça marchait bien, ils en font finalement une Polo. Et Audi qu'ils ont racheté d'ailleurs, hein, juste entre temps. La Volkswagen Golf est un véhicule foncièrement bien né. Moteur transversal avant, traction avant, refroidissement liquide, habitabilité optimale par rapport à la taille. La Volkswagen Golf, lorsqu'elle sort, est une bonne voiture. J'aime bien! Et elle ira jusqu'à ringardiser les concurrentes en faisant une voiture vraiment bien née. Un peu comme fera la 205 quelques années plus tard. D'ailleurs, vous allez voir quelques similitudes. Ce qui fera également le succès de la Golf, c'est son dessin par Giugiaro. La Golf, quand elle sort, elle est belle. Tu l'es belle comme la papaya. Et encore aujourd'hui, la Golf 1, elle est belle. La Volkswagen Golf qui se permettra jusqu'à même inventer un segment, avec la Volkswagen Golf GTI. À l'époque, lorsque vous achetiez une voiture qui va vite, vous étiez obligé d'acheter une grosse voiture. T'achetais une BM, t'achetais une Merco. Une sportive. T'achetais pas une Golf. La Golf, c'est un véhicule économique. Et milieu des années 70 sera présenté ceci, la Golf GTI. Vous dites extérieurement, cette voiture n'a rien de bien particulier, c'est une Golf. Effectivement, c'est une Golf avec un 1,6 litre de 110 chevaux. 110 chevaux aujourd'hui, ça fait rire. Une Renault Zoé a plus de 110 chevaux. C'est triste d'ailleurs quand on y pense. La Golf GTI inventera littéralement le segment de la voiture économique, polyvalente et performante avec 110 chevaux, ce qui lui permettait de tenir le rythme de grosses berlines allemandes sur l'autoroute. Au milieu des années 70, la barre des 200 c'était quelque chose. Sur l'autobahn, quand tu passais les 200, c'était vraiment voie de gauche clignotant, appel de phare. Et bah t'avais Mercedes, Audi, BM, Golf. C'était vraiment incongru à l'époque de voir ça. Je vous ai parlé d'Audi il y a un instant, très bon pont. Il s'avère qu'au tout début des années 70 aussi, Volkswagen rachète plusieurs marques, notamment un groupe qui s'appelle Auto Union. On vous fera un topo dans le Vultec sur Audi qui sortira dans 2 ans. Donc arrêtez de demander quand est-ce qu'il sort. Ça, putain, la question. Quand est-ce qu'il sort? Si ça sort, c'est que c'est prêt. Si ça sort pas, c'est que c'est pas prêt. Oui. Non mais je pense qu'on va faire un truc, on va partager notre Google Calendar et puis voilà. Vous verrez nos réunions, vous verrez nos plannings. Moi j'aime les gens qui demandent un Vultec expressément sur une voiture précise, d'un modèle précis, d'une génération précise. Quand est-ce que sort le Vultec sur la Safran 2 litres de TTI de 94? Et il s'attend vraiment à ce qu'on lui dise mardi 18. Mais genre on est censé faire quoi? Je reçois le message et je fais ah putain il a raison. Volkswagen a racheté un groupe qui s'appelait Auto Union et il y avait des marques. Et il y avait une marque un peu morte donc qui s'appelait Audi. Je vous la fais très courte, ils vont faire une tambouille. Ils vont prendre le bureau d'études de NSU, ils vont prendre une usine à Ingolstadt, ils vont prendre un petit peu du savoir-faire de Auto Union, ils vont prendre la marque Audi, boum, Audi. Et c'est donc ainsi qu'on verra naître la marque Audi dans le groupe Volkswagen, qui sera techniquement la première marque du groupe C'est ce Volkswagen. que j'allais dire, c'est la naissance du groupe Volkswagen. Volkswagen a fait un travail phénoménal avec Audi pour transformer une marque partie de rien dans les années 70 à une marque premium 20 ans plus tard. Mercedes, ils ont mis 100 ans à devenir premium. Volkswagen se sent un peu poussé des ailes et se dit tiens, ça serait pas mal qu'on s'embourgeoise un peu pour aller, pourquoi pas, taper un peu sur BM, Mercedes. Et arrivera donc sur une voiture dont je voulais vous parler, la Golf 3. Alors la Golf a très bien survécu, hein, ça se passe super. La Golf 3 n'a rien de particulièrement exceptionnel par rapport aux autres Golf ou par rapport aux concurrentes, mais elle verra juste sur son haut de gamme arriver la version VR6 pour son moteur. Volkswagen voulait se distinguer de ses concurrents qui mettaient des 4 cylindres un petit peu costauds dans leur compact, et ils se disent quoi de mieux pour moucher les autres
que de mettre 6 cylindres dans une compacte. Sauf que la Golf n'a jamais été prévue pour ça, et le capot de la Golf est trop petit, mais également trop étroit pour recevoir un V6. Il fallait donc trouver le moyen de mettre 6 cylindres, sans que ce soit un 6 en ligne, sans que ce soit un V6. Comment ça, mon ref? On invente ceci, le moteur VR. C'est une invention à la base de Lancia. Et il faudra qu'on vous parle de Lancia un jour, cette marque est folle. L'idée, c'est que si je veux 6 cylindres, je peux les mettre en ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'ai pas la place en longueur, il suffit que je me démerde pour qu'ils soient moins longs. Donc je les mets en V. 3 comme ça, 3 comme ça. Comme ça, moi, je gagne en longueur. Sauf que si tu le mets comme ça, il est très large, mon moteur. Si t'as une baie moteur comme une Golf 3, bah ça rentre pas. L'idée, c'est que le V, il est censé être comme ça. Et en fait, les cylindres, je fais... C'est toujours un V, techniquement. C'est un V très faible, en général avec un angle de 15 degrés. Mais l'idée, c'est que comme j'ai beaucoup rapproché mes cylindres, je peux me permettre d'avoir une seule tête. Ce moteur à V rapproché verra d'abord le jour sous le capot de cette Golf 3 VR6 et sera une sorte de condensé de ce qui se faisait de mieux. Je peux avoir beaucoup de cylindres, je peux avoir un encombrement réduit, je peux avoir des frais d'entretien réduits, puisque comme j'ai qu'une seule culasse, j'ai par exemple qu'une seule courroie de distribution. Malinx. Le lynx. Vous vous demandez, mais pourquoi qu'il me parle d'un moteur pour une fois dans un Vultec? C'est que Volkswagen va commencer à prendre goût au luxe et va continuer sa boulimie. Toujours pareil. Quand une marque automobile va bien, ils font n'importe quoi. Comme ils font n'importe quoi, ils se foutent dans la merde. Et comme ils se foutent dans la merde, ils appellent quelqu'un avec une tête énorme qui te déglingue tout le bail, idée révolutionnaire, c'est reparti. C'est reparti comme en 46. Au début des années 90, Volkswagen va mal. Alors, le groupe allait bien dans les années 80, ils ont fait beaucoup d'investissements, notamment sur Skoda et Seat, deux marques qui font encore aujourd'hui partie du groupe Volkswagen. Et Volkswagen s'est endetté. Et dans ce même temps, un monsieur fait son petit bonhomme de chemin. Ce monsieur s'appelle Ferdinand Piëch. Si vous reconstituez son nom, vous avez tous les indices pour comprendre qui est cet homme. Ferdinand Piëch n'était autre que le fils d'Anton Piëch. Anton Piëch, le père de Ferdinand Piëch, n'était d'autre que la personne qui gérait l'usine Volkswagen, qui était donc très haut placé dans le parti en place dans les années 30-40. Anton Piëch sera aussi un très bon pote de Ferdinand Porsche, qui lui aussi était un gros naze. Quand je vous dis que c'était un gros tas de merde Volkswagen à l'époque, Ferdinand Porsche qui va créer Porsche de son côté et qui restera très lié à Volkswagen, c'est normal, ils étaient ultra potes et ils ont même été jusqu'à être beaux-frères, c'est vous dire. Le fils d'Anton Piëch sera nommé donc Ferdinand Piëch en hommage à Ferdinand Porsche. Oups. Ferdinand Piëch aura une vie un petit peu moins cool que celle de Ferdinand Porsche Junior, Ferry Porsche. Le fils de Ferdinand Porsche, lui, avait repris la marque Porsche et l'avait relevé d'une belle façon. Le nom Porsche à l'époque n'avait pas été tant allié aux gros nazes que ça. Genre ils s'en étaient bien sortis, ils avaient renommé des trucs, ils s'étaient un peu lavé le nom et ça va. Autant Piëch en Allemagne, je vous le dis, je vous le remets, Piëch égale gros naze. C'était de notoriété publique. Et il commencera donc sa carrière chez Porsche. Il ira même jusqu'à prendre la direction du groupe Motorsport de Porsche. Si Porsche commencera à gagner aux 24 heures du Mans, c'est en partie grâce à Ferdinand Piëch, qui aura un seul défaut. Ferdinand Piëch était connu pour être une grosse tête de con. Qu'est-ce que c'est que les têtes de con? Ferdinand Piëch se prendra vite la tête avec Ferry Porsche, qui fait que Ferdinand Piëch sera quand même toujours dans la famille, mais ils vont le mettre au placard. Ils vont le mettre chez Audi. Ferdinand Piëch sera donc responsable de Audi et c'est donc grâce à Ferdinand Piëch qu'on verra apparaître par exemple Audi en groupe B. Et il comprendra également que pour faire une marque forte et pour faire une marque qui se distingue, il faut des éléments distinctifs. C'est ainsi grâce à Ferdinand Piëch qu'on verra par exemple le 5 cylindres en ligne Audi. La transmission intégrale Quattro. Et d'une certaine façon, si Audi est passé d'une marque totalement inconnue à une marque concurrente au premium en 20 ans, c'est grâce à l'énorme cerveau de Ferdinand Piëch. Ce mec est une tronche. Et ce mec, quand on lui donne une marque, est un génie. Le travail qu'il va créer chez Audi est exceptionnel. Et ce qui est fou à dire, c'est qu'il avait été mis au placard chez Audi. Et il en sortira tout début des années 90 avec une marque forte. Le tour de force de Piëch est tellement énorme que lorsque Volkswagen est dans la merde début 90, ils sont obligés de l'appeler. C'est fou de se dire que dans tout le groupe, ils ont été obligés d'appeler le croque-mitaine la seule personne capable de relever Volkswagen. Et le pire, c'est qu'il y est arrivé. Bordel de merde! Il pèse quand même. Ferdinand Piëch se retrouve au milieu des années 90 dans un Volkswagen qui va pas du tout. Pour faire globalement 5 fois le même modèle de voiture, badgé sous Seat, Skoda, Volkswagen, Audi, il se retrouve avec genre 4 ou 5 châssis de voiture, 4 ou 5 moteurs différents, 4 ou 5 usines différentes, 4 ou 5 intérieurs différents. Et c'est lui qui va créer le concept de plateforme commune en créant une plateforme qu'on va décliner à l'envie en fonction de ce que je veux. Et vraiment des architectures moteurs qui vont être déclinées à foison. C'est pour ça que je vous parlais du VR6, puisque c'est à partir de cette époque qu'on va voir apparaître les VR6, W8, W12, W16. Dès le début des années 2000, la Volkswagen Polo repose sur la même base que la Golf, qui repose sur la même base que la Passat, qui repose
repose sur la même base, que l'Audi A3 qui repose sur la même base. Et tout ça pour faire des économies. Mon 2 litres TDI que je vais mettre dans ma Polo, dans ma Golf, dans mon A3, dans ma Passat. Ce 2 litres TDI, j'ai une usine, un plan, une ligne d'ouvriers et je tampon des pelles et des pelles que ça me coûte pas cher. Et en même temps qu'il lance le concept de plateforme commune, il va lancer le concept de faire des économies. Alors, Ferry en Piège, il arrive, c'est la fête. Une personne sur 2 va les dégager. Il va regarder s'ils servent vraiment à quelque chose. Je vous le donne dans le mille, hein, comme on dit. La plupart des gens ne servaient à rien, il les dégage. La plupart des gens faisaient les malins à avoir des voitures avec chauffeur et ne même pas conduire les voitures du propre groupe. Il dégage tous les chauffeurs, tous les dirigeants devront conduire des Volkswagen et s'imprégner des produits pour donner des retours d'expérience dessus. Et cette stratégie, elle marche auprès de son 3e point, bien se faire voir. Ferdinand Piège se fait bien voir déjà des employés, puisqu'il nivelle un peu le niveau qui s'était vraiment ouvert de fou entre employés et patrons, et il se fait bien voir des politiques de l'époque, puisque, alors ça par contre on l'appelle le graisseur, hein. Ah c'est la mode de beurre Ferdinand Piège. Qu'est-ce qui tue? Ferdinand Piège a bien compris que les politiques et le pouvoir en place dans les années 90 pourraient l'aider à développer son activité, et c'est ainsi que Ferdinand Piège se mettra à pomper toutes les bites qui passent tant qu'elles ont du pouvoir politique. Mais il est complètement fou, ce mec. Et le pire, c'est que ça marche. Quand il dit je vais mettre les patrons au même niveau que vous, 95% sont contents, 5% sont pas contents, il a gagné. Le calcul est bon. Et le père Piège va redresser la marque Volkswagen. Mais très bien, ça va arriver vite, à un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Exactement comme l'avait fait Peugeot quand ils arrivent chez Citroën. Si le problème de Citroën, c'est qu'ils ont fait n'importe quoi, viens, on arrête de faire n'importe quoi, la marque remarche. Alors, Citroën, il faisait des hélicoptères. Oui, bon, bah, chacun fait son n'importe quoi à sa hauteur. Ça, c'est un truc aussi, dans le même temps, quand il a poussé le curseur, il a aussi poussé le curseur dans ce sens-là. C'était dur. Un patron, ça suffit, non? 99% de contents. C'est encore plus facile, moi je te fais les calculs, mon copain, c'est encore plus simple. Ferdinand Piège va avoir un mode de management un peu sec et surtout va s'attribuer tous les pouvoirs. Et Ferdinand Piège, en voyant qu'il a réussi à relever une marque qui est à deux doigts de la faillite et à lancer Audi et à faire à Porsche, va commencer entre milieu 95 et début 2000 à racheter tout ce qui bouge. Oh putain. À l'époque, racheter des marques en PLS, c'est pas un super plan. C'est dans le titre, marque en PLS. Si elle est en PLS, c'est pour une raison. Donc si je rachète une marque en PLS, je rachète une PLS. Position latérale de sécurité, dite PLS. Mais lui, il a la solution à ces marques en PLS. Eh oui, il a la plateforme commune. Il est malin, le père Piège, et il se dit, je vais peut-être pouvoir racheter des marques qui sont en PLS, raser absolument tout ce qui se fait, je prends un nom des usines, je mets la technologie Volkswagen dedans, et boum, j'ai une marque à nouveau rentable. Et ça marche. Eh oui, bah oui. Et c'est ainsi que Ferdinand Piège, il regarde comme ça, il fait « Oh, le Lamborghini là-bas. Bentley. Oh, Bugatti !» Et il reprend tout, et c'est ainsi que Ferdinand Piège va lancer Agario. Il absorbe absolument tout et va transformer principalement ces 3 marques en PLS en 3 bangers. Bam bam. Puisqu'il a aussi compris un truc, si c'est moi qui ai la marque et j'arrive à la faire marcher, peu importe ce que je vends, ça retombe toujours dans ma poche. Bah j'ai gagné. En fait, j'ai juste gagné. Monopoly. Il va acheter ces 3 marques de grand luxe et c'est ainsi que ces 3 marques vont passer du tout au tout avec des exemples qui sont probants. Lamborghini, on en a essayé une qui est purement dans cette veine, la Murcielago. Calme-toi, Pierre Sévrier, l'assassin. On va mourir maintenant. 2,70. Excellent essai d'ailleurs où on s'est fait défoncer le cul par Montlhéry à cause du 2,70. Désolé. Lamborghini, une marque à l'agonie, Lamborghini. Et qui lançait des modèles artisanaux, pas fiables, pas rentables, tout ça. Début 2000, Murcielago, il n'y a que du Volkswagen dedans, t'as les commodos de Polo, c'est un enfer. En attendant, c'était la seule Lamborghini fiable. Et ben en attendant le Lamborghini, boum, grâce à quoi aussi la Gallardo qui sera déclinée en Audi R8, qui est littéralement la même bagnole. Trop malin. Bentley qui va totalement renouveler sa gamme avec des éléments Volkswagen, notamment sous les capots des moteurs W12, qui ne sont autres que 2 moteurs VR6 collés. Même le moteur, quand il doit faire un V12, il trouve le moyen de te coller 2 V6 qu'il avait déjà rentabilisé depuis 20 ans. Un génie. Industriellement, il est pas mauvais ce monsieur. Ouais. Et il peut même se faire plaisir en faisant des voitures qui font 400 km/h. Parce que pourquoi? Belle transition pour parler du boulard de monsieur qui voulait toujours plus et toujours du plus gros et toujours du plus luxe et du max. Ferdinand Piège va se faire avoir son propre jeu avec 2 trucs. Alors l'aventure Bugatti, on vous en avait parlé dans le Jutech sur la Bugatti Veyron. C'était à l'époque où on faisait d'abord sur des modèles. Alors en fait sur des marques c'est vachement plus intéressant. Ferdinand Piège commence à se dire oui, 30% du parc automobile c'est à moi, ça veut dire que 70% c'est pas à moi, c'est nul. Donc je vais montrer à tout le monde que je vous emmerde. D'accord. Bugatti Veyron. La Bugatti Veyron n'a aucun intérêt financier, ça a été une énorme perte pour Volkswagen. On parle de milliards investis dans la Bugatti Veyron. Mais c'est 2 grosses couilles posées sur une grosse table. Par contre, quel support à couilles. Et son pose-couille est si rapide. Tes couilles font un 0 à 100 comme t'as jamais vu.
Il rachète Bugatti, marque en PLS, qui faisait absolument n'importe quoi. Va essayer de rationaliser tout ça avec une base châssis Volkswagen, avec une boîte automatique DSG et avec une architecture moteur qui n'est autre que dérivée du VR6 puisque c'est un W16, donc un VR16 d'une certaine façon. Tout est lié. Là, il y a vraiment un... L'objectif de la Bugatti Veyron, c'était juste poser les couilles de Volkswagen sur la table et dire je m'appelle Ferdinand Piège, je vous emmerde. Voiture la plus chère du monde, voiture la plus puissante du monde lorsqu'elle sort, la Bugatti Veyron est une démonstration de force. Une voiture qui fera grand bruit, mais qui ne fera que précipiter la fin de Ferdinand Piège avec un deuxième véhicule dont on vous parle. Voici la Volkswagen Phaeton. Dès le début des années 70, Volkswagen voulait se premiumiser un peu. Et Ferdinand Piège, il voulait premiumiser à la mort. Peut-être pour emmerder Porsche. Peut-être. Et c'est ainsi que Ferdinand Piège, il va aller chez Bentley. Il va prendre tout le travail qu'ils ont fait chez Bentley, notamment sur la Flying Spur, qui a tellement mal vieilli en termes de design. Celle-là, la mal vieillie. Hein. Et va naître dans la tête de Ferdinand Piège une idée, se créer sa propre Bentley badgée Volkswagen. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Et c'est ainsi que naîtra la Volkswagen Phaeton W12. Alors bien sûr, elle existera avec des moteurs plus petits, et cette voiture sera un échec commercial et financier cuisant, puisque cette voiture ne trouvera jamais son public à la faveur de choses qui se voyaient, hein, déjà, voiture de peuple V12. J'ai pas tout compris. Je veux pas m'acheter une voiture qui vaut le prix d'une Bentley si je peux m'acheter une Bentley. C'est complètement con. Et un échec qui s'explique aussi par sa gueule. C'est la gueule d'une Passat. Les gens n'ont rien compris lorsqu'il lance ça. Et dernier truc qui va l'achever, c'est la concurrence. À quoi ça sert de sortir un truc comme ça chez Volkswagen quand il y a déjà des trucs vraiment très bien au sein même du groupe étendu, c'est-à-dire Porsche. Ferdinand Piège va toujours garder une espèce de petite rancœur contre Porsche. Et milieu des années 2000, Volkswagen marche de fou furieux. Mais Porsche marche encore mieux. Ils se permettent même de sortir une concurrente à la Ferrari Enzo. Parce que pourquoi pas. Et le pire, c'est qu'elle se vend comme des petits pains. Chez Porsche, ils ont un peu les boules que Volkswagen, ils viennent faire chier avec la Veyron, avec la Phaeton, avec le Touareg. Et donc Porsche va se mettre en tête de pas racheter. Imagine, je rachète Volkswagen, c'est une déclaration de guerre quand même. Mais si à terme, je finis par avoir une majorité de Volkswagen qui ferait que j'en serais de fait propriétaire, pourquoi pas? Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne suis pas sûr, puisque ce même est mort en plus. Et Porsche en 2007 va commencer à se lancer dans le rachat de Volkswagen. Quoi? Je sais pas si t'as des éléments. Ça fait depuis mardi que je bosse sur comment expliquer aux gens l'histoire du rachat entre Porsche et Volkswagen. Je n'ai pas trouvé. Même moi, en vrai, ça me fait mal au crâne. Hein. J'ai compris la globalité, mais... C'est l'enfer. Je vous le fais simple, 2007, Porsche va tellement bien qu'il y a un aspect un peu comme on retrouve chez Tesla ou Amazon, un truc comme ça. L'entreprise est extrêmement valorisée. Porsche est largement plus petit que Volkswagen, mais sur le marché financier, Porsche n'est pas beaucoup plus petit que Volkswagen et surtout, Porsche a pas mal de cash. Porsche va donc commencer à manger des bouts de Volkswagen en espérant avoir tellement de parts dedans qu'au bout d'un moment, ils contrôleront Volkswagen. J'ai pas besoin d'avoir 100% de Volkswagen. Si j'ai 50% et une voix, je décide. C'est la majorité, c'est comme ça, ouais. Porsche va donc commencer à faire ce genre de truc et au début ça se passe très bien. Et Porsche a été littéralement à ça de racheter Volkswagen à tel point que, passé un temps sur le papier, Porsche a été propriétaire de Volkswagen. Quoi? Mais même pareil, moi j'ai pas bien compris comment Volkswagen s'est laissé faire, entre guillemets. Ils l'ont laissé faire mais sciemment parce que justement ça les arrangeait. Mais j'ai rien compris. Ouais, j'ai pas tout bité non plus. Hein. Et il s'avère que Porsche pendant quelques mois est devenue la plus grosse marque du monde. Sauf qu'on arrive en 2008 et en 2008 arrive la crise des subprimes. C'est la crise financière pour tout le monde et comme je vous l'avais expliqué dans Vultech Porsche, les premières marques automobiles qui ont trinqué, c'est les marques de luxe. Les gens avaient tellement peur et on savait tellement pas où ça allait que même les gens blindés commençaient à se dire est-ce que je peux pas attendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant de m'acheter ma 997 Turbo? Ça c'est pas grave, tu vois. Porsche avait beaucoup acheté, beaucoup valorisé et c'était, il faut le dire, beaucoup endetté. Racheter 30% de Volkswagen, c'est dur, hein. Un petit chèque à la fin quand même, hein. Moi j'ai touché le chèque. Sauf que ils sont passés d'une valeur très forte à une valeur très faible. Ça s'appelle une bulle spéculative. Ça vaut beaucoup parce que les gens se disent que ça vaut beaucoup. Du jour au lendemain, ça vaut plus rien. Fin. Et Porsche est bien emmerdé puisque autant quand ils étaient valorisés fort, ils pouvaient soutenir cette bulle. Et je vous la fais simple, en 2008, la bulle explose, Porsche se pète la gueule. Et Volkswagen, dans l'autre sens, remonte pas trop mal. Genre, ils ont quasiment pas baissé. C'est des véhicules non dispensables, ça ne change rien pour eux. Porsche qui avait prévu de se refaire en rachetant Volkswagen puisqu'ils allaient réabsorber les bénéfices de Volkswagen n'aura pas le temps. Et Porsche va se retrouver tellement à 2 doigts de la faillite qu'ils vont devoir réclamer de se faire racheter par Volkswagen. Donc ils sont arrivés à la ligne d'arrivée rampant. Il a passé la main à la ligne d'arrivée et là il y a Volkswagen qui est arrivé qui a dit ça va, t'as fini? Allez. Et Ferdinand Piège mettra un énorme à Porsche et donc c'est bien Porsche qui intégrera le groupe Volkswagen. Bref, une marque de plus additionnée à toutes les marques. Alors Volkswagen fin 2000, début 2010 a continué à acheter plein de trucs. Il y a des marques de motos, des marques de camions. Jusqu'au milieu des années 2015, Volkswagen a été le plus gros groupe, ceux qui vendaient le plus de bagnoles et ceux qui faisaient plus ou moins le plus de bénéfices. Jusqu'à qu'arrive un problème. Alors j'ai
j'étais obligé de vous parler de ça. Mi-2000, début 2010, le diesel marche à plein ballon. Le monde entier vu du diesel, y compris un marché, les États-Unis. Encore une fois, les Américains ne roulent qu'à l'essence. Ils adorent les gros véhicules qui consomment énormément et qui demandent beaucoup de couple. Le diesel, bonjour. Surtout que les différents gouvernements américains commencent à tirer les normes de pollution vers le bas. Quoi de mieux que le diesel? Comme il consomme moins que l'essence, il pollue moins. Si je brûle moins de carburant, je fais moins de CO2. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. En termes de CO2 pur, le diesel est toujours moins polluant qu'un essence équivalent. Bon, il y a d'autres types de pollution émises, effectivement. Néanmoins, pour atteindre de telles puissances sur des diesels, on est obligé d'avoir des taux de compression qui sont très forts. Quand je comprime très fort, je vais créer d'autres types de pollution. Les particules, c'est pour ça qu'on verra apparaître dès le début des années 2000 sur les moteurs diesel les filtres à particules, les FAP. Les particules, c'est des espèces de petites particules de merde qui sont tellement fines qu'elles vont loin dans les poumons et ça file des cancers. Tip top cool. Et le moteur diesel apporte un deuxième type de pollution, le NOx, l'oxyde d'azote. C'est un gaz qui est déjà pas très bon pour le corps humain, c'est un peu moins de la merde que les particules. Par contre, pour l'environnement, c'est un délire. Ça te fait des trous là-haut dans la couche d'ozone, c'est monstrueux. Les constructeurs début 2000 vont donc mettre en piège sur les voitures, comme le filtre à particules, des pièges à NOx. On appelle ça aussi un filtre SCR. Vous avez déjà mis dans votre voiture peut-être de l'AdBlue. L'AdBlue, par exemple, est un liquide qui fait fonctionner le piège à NOx. C'est une sorte de gamelle dans laquelle on va mettre un peu de gasoil pour avoir de la chaleur. Donc on injecte du gasoil. C'est un système de dépollution où on met du gasoil dedans. Ta gueule. Et on va mettre un autre composé chimique, en général de l'urée. Effectivement, urée, urine, c'est le composé de base qu'on retrouve dans le pipi, mais c'est pas du pipi qu'on met dedans. Il arrive le pipi. Et pour répondre à votre question que vous avez posée un milliard de fois, si je pisse dans ma voiture, elle est en panne. Le pipi, c'est de l'eau. C'est vraiment le daron qui parle aux enfants. Si tu fais pipi dans le réservoir, ça ne marche pas. Mais non! Le nombre de DM qu'on reçoit. Ouais, je sais. Parce que si tu poses cette question, c'est que t'aimes ça. Allez, on enchaîne, c'est T'as pas envie grave. qu'on te pisse dans la bouche. Et en ajoutant ce composé, on va pouvoir dépolluer et vraiment annuler le NOx. Alors du coup, c'est un procédé chimique exactement le même que dans le catalyseur. Chimiquement, on fait une opération et ça transforme l'oxyde d'azote en azote et du coup, ça pollue plus. Du coup, ça implique de faire de la l'AdBlue, donc de fabriquer de l'AdBlue, de le remettre régulièrement, c'est chiant. Je sais, mais c'est pour la planète. Posez pas de questions. D'ailleurs, les moteurs diesel modernes ont un kata, parfois deux katas, puis un filtre à particules, puis un filtre à NOx. Ça fait beaucoup là, non? Et justement, c'est bien le problème. Lorsqu'on va coller 1 milliard de systèmes anti-dépollution sur sa voiture, on va un peu l'étouffer. Et on se retrouve face à 3 problèmes. 1. Le filtre à urée est un bouchon et va gréver les performances de mon véhicule. Donc si je grève les performances, je grève également la consommation d'une certaine façon, puisque pour avoir le même avancement, je dois mettre plus de gasoil. Donc pour la conso, pas bien. Pour l'usage, les gens ont les boules de remettre de l'AdBlue tous les 15 jours. Moi le premier. Je rajoute des éléments, ma voiture est moins fiable, les gens se plaignent, ça augmente ma conso, rien ne va. Imagine, t'es Volkswagen et tu trouves un moyen pour qu'il n'y ait plus de système anti-pollution sur ta voiture, mais que ça passe quand même l'homologation et que personne n'y voit du feu. Qu'est-ce donc cette diablerie? Et c'est ainsi qu'est né le Dieselgate. J'ai été obligé de vous en parler puisque c'est l'un des plus gros scandales de l'histoire de l'automobile, voire même en termes d'amende pour l'instant le plus gros scandale. Les normes de pollution des bagnoles aux États-Unis commencent à changer. Et les autorités américaines mandatent une ONG pour dire nous ne sommes pas certains que notre protocole soit pertinent par rapport aux nouveaux véhicules, faites donc des tests. Et cette ONG va donc acheter des véhicules disponibles sur le marché, des diesels de toutes marques pour avoir vraiment un panel, et va commencer à tester ces véhicules dans des conditions réelles. Alors ça c'est un autre truc, le protocole d'homologation est rarement réaliste. Enfin, quand tu vois comment ils sont testés les véhicules. C'est comme ça qu'on arrive à une Porsche 918 qui a pas de malus écologique. Les protocoles ne sont donc pas vraiment optimaux et les autorités le savent très bien. L'ONG va faire des tests, va les mettre dans des conditions folles et va donc tester les réelles émissions des véhicules. Et le constat de l'ONG, il est fou. Ils font un classement. Et aux 3 dernières marches du podium se trouvent 3 Volkswagen. Ils ont testé une Passat, une Jetta et une Audi A8. Ils ont trouvé que les voitures polluaient 22 fois plus que la norme. Alors que genre, la 4e voiture la plus polluante, c'est genre 6 fois plus. Ils ont touché bien plus qu'un protocole qui n'est pas adapté aux conditions réelles. Ils ont touché une arnaque. Et là, tout le monde se pose des questions à tel point que ça remonte au gouvernement américain qui va commencer à sommer Volkswagen de faire un rappel. Nous sommes avant 2015. Les autorités savent qu'il y a un truc qui merde avec les Volkswagen diesel, mais ils savent pas réellement ce qui se passe. Volkswagen va tout de suite réagir en rappelant 500 000 véhicules. Les rappels automobiles, vous savez ce que c'est? Vous recevez une lettre chez vous et vous dites « Ah oui, au fait, la Golf que t'as achetée la semaine dernière, il faut qu'elle repasse à l'atelier. » Une voiture, c'est des pièces qui viennent surtout d'autres équipementiers, c'est des pièces qu'on te fournit. Oui, dans le puzzle, des fois, il y a une pièce qui merde. Ça arrive, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, mais c'est un jeu qui fait vraiment pas rire les constructeurs, puisque rappeler 500 000 véhicules, c'est 500 000 rendez-vous à caler dans ton agenda qui ne sont pas payés, puisque c'est la marque. Imagine 500 000 rendez-vous à une moyenne de 300 €. Faites le calcul chez vous, vraiment. Waouh, ils sont perdants sur toute la ligne. Le premier rappel que fait Volkswagen
Volkswagen avec ses 500 000 véhicules est une catastrophe financière. Oh, j'ai merdé, elle pollue 22 fois trop. Je m'en occupe tout de suite. Oh, puis je vous la rends lavée. Pitié, ne cherchez pas plus loin. L'ONG se dit qu'il y a une merde avec ses voitures et l'ONG va commencer à prendre plusieurs modèles TDI du groupe Volkswagen pour dire les gars, c'est trop gros 22 fois plus, on a touché un truc. Et c'est là où ils ont été malins, ils vont commencer à faire plusieurs tests dans des conditions différentes. Mais comment vous faites alors? Ils vont faire des tests sur route avec des outils qui vont mesurer la pollution sur un usage normal et ils vont avoir une idée, c'est de faire un test sur banc comme si la voiture roulait sur la route. Vous savez, aujourd'hui les voitures elles détectent tout. Quand tu ouvres une porte, la voiture elle te dit attention, porte pas fermée. La voiture elle sait par exemple quand les roues avant tournent et pas les roues arrière comme si elle était sur des rouleaux. La voiture elle sait quand le capot il est ouvert et que la voiture elle roule quand même, qui fait que tu peux pas rouler réellement, t'es sur un banc. Et comme elle a toutes ces informations là, ça serait quand même dingue qu'ils aient développé un logiciel qui détecte une mouche qui a été sur un cadavre, qu'elle est sur un banc, dans un protocole d'homologation, et que, pile à ce moment-là, la voiture se mette à faire fonctionner son système anti-pollution à la mort, beaucoup plus que sur la route, voire même de façon totalement exagérée, histoire qu'il y ait 0 NOx qui sort. Sauf que la réalité, c'est que si ça marchait sur la route, 1, la voiture, elle sort 90 chevaux au lieu de 150. Aïe. 2, la voiture, elle consomme 10 litres au lieu de 5 litres. Coup dur pour Guillaume. Et 3, la Blue, il fait 500 km et il faut en remettre tous les 500 bornes. C'est non. Et du coup, je vous le dis, c'est réel. À travers leur test d'homologation, ils ont compris que la voiture essayait de les duper. Donc, ils ont dupé la voiture. Et ils sont arrivés à prouver que la voiture, pensant ne pas être en protocole d'homologation, se remettait à polluer 22 fois plus. Das Auto. Et donc, c'est réel. Volkswagen a développé un logiciel qui détectait certains éléments du cycle d'homologation. Et quand la voiture le détectait, elle passait sur une autre cartographie moteur, spéciale homologation. Cartographie qui n'existait pas dans la vraie vie. J'aurais aimé vraiment voir le contrat de confidentialité avec les développeurs de ce logiciel, vraiment. C'est machiavélique, mais c'est du génie. Et ça a marché des années, puisque lorsque les autorités découvrent le poteau rose, ça fait des années que ça dure. Voilà, un beau pan de l'histoire de Volkswagen. Ah, ils nous ont pondu le plus gros scandale de l'histoire de l'automobile. Alors pour votre anecdote, ce n'est toujours pas terminé. Les amendes sont toujours en cours. Là, ça leur a déjà coûté des dizaines de milliards. Je vous le dis, Volkswagen, financièrement, ils sont pas bien. Si vous voulez anecdote, c'est Mercedes qui a poucave, MDR. Vous saurez qu'il existe une règle dans la fraude aux entreprises. Si tu dénonces une fraude d'une entreprise, y compris si tu es partie prenante, si c'est toi qui dénonces, tu es exempté de tout reproche. Mercedes, ils ont pas autant abusé. Porsche, bon les diesels c'était des Volkswagen, donc forcément ils sont dedans. BM, dans une moindre mesure, ils ont plus ou moins fait la même chose. Donc ils étaient d'une certaine façon partie prenante dedans. Et Mercedes, sentant le vent tourner, ils sont allés poucave en disant je suis au courant que Volkswagen fait de la merde et a trafiqué ses logiciels. Du coup comme j'ai poucave, moi j'ai rien. Et effectivement, Mercedes n'a rien. Cette loi elle est terrible. Le mec qui s'est dit si on met ça comme loi, c'est du génie. L'affaire n'est pas terminée. Pour l'instant, ils ont perdu 30 milliards, ils n'ont pas encore eu toutes les amendes. Volkswagen s'est retrouvé du coup de marque vertueuse, bien vue et tout, à marque ultra polluante, l'enfer Dieselgate. Et c'est pour ça que Volkswagen dernièrement a mis un coup de pied au cul dans l'électrique. Volkswagen, ils ont poussé l'électrique et c'est comme ça que Volkswagen s'est retrouvé en quelques années avec une gamme électrique folle. Avec les ID3, ID4, ID-Fix. Ça, c'est vraiment marrant, ça. C'est drôle, hein. Alors le ID-Buzz, le combi, qui est sorti il y a pas longtemps, électrique, il paraît que c'est une merde. C'est pas parce que c'est électrique que c'est une merde. Hein. Volkswagen, du coup, s'est lancé très vite sur le marché de l'électrique, alors qu'ils n'étaient pas vraiment dans les premiers. Ce qui fait qu'ils ont développé la gamme électrique vraiment dernière minute, vite fait. La marque change profondément. Là, on va avoir des vrais changements. La Polo, ça y est, elle est arrêtée. La Golf sera sûrement la dernière Golf que vous verrez, en tout cas sous cette forme thermique. La Passat, c'est finito. Le Touareg, c'est finito. Volkswagen en compétition, c'est finito. Ils se sont désengagés depuis un moment, depuis 2020, justement en faveur précisément de ça, de se dire, nous, vu qu'on est une des plus grosses marques à se lancer dans l'électrique et à mettre un maximum d'électrique sur le marché, on va avoir cette image et partir dans cette image-là. Donc la compétition, c'est non. Et peut-être parce qu'ils sont déjà à 30 milliards d'amendes. Oui. Financer une campagne complète en WRC et 30 milliards d'amendes, pas compatible. Hein. On vous en parle rapidement parce que c'est déjà très long, Volkswagen. Quand même quelques expériences en compétition, pas trop mal. Il y a eu une grosse expérience au Dakar avec le Volkswagen Race Touareg qu'on adorerait pouvoir essayer. Volkswagen, hein, n'hésitez pas, maintenant que je viens de dire que l'ID-Buzz c'était de la merde. Très bon point encore une fois, la Golf W12. Oui, on en avait parlé il y a une éternité, on l'aura jamais. Voilà, ils nous ont répondu que c'est mort. C'était dommage parce qu'ils avaient vraiment fait les gars. Ils avaient dit ouais, je suis sûr que ça peut se faire, tout ça, on va pousser. Voilà, oui, Golf W12 pour l'anecdote, ça fait partie des quelques licornes où Volkswagen s'est amusé à mettre un W12 de Bentley à biturbo dans une Golf. Grâce à lui, cette Golf passe de 0 à 100 en 3 secondes 5. Il n'y a pas eu tant de dingueries. En Golf folle, il y a eu au Pikes avec une Golf à bimoteur qui n'a jamais rien gagné MDR. En licorne, Volkswagen a placé là, tant qu'on est là, avant de vous quitter, la Volkswagen Nardo qui a été un concept qui avait fait rêver, qui était à ça de passer à la production sous l'impulsion de Ferdinand Piëch. Elle était très proche de la série, elle a été beaucoup poussée avec Gran Turismo. Il y a eu des pubs TV avec, elle était à ça et ils ont préféré favoriser l'Audi R8. Même Volkswagen dernièrement
carrément dans sa stratégie a dit que la gamme ID dans l'état n'était pas la gamme du futur qu'ils voulaient. Aveu d'échec. Peut-être qu'ils se sont dit on a fait trop vite. Ils reconnaissent qu'ils vont essayer d'y bosser et de faire quelque chose de peut-être plus pertinent. Ah bah le truc pertinent il arrive. Ils ont lancé leur concept Volkswagen ID to All, ID pour tous. Et si tu regardes bien, contrairement à toutes ces petites sœurs de la gamme ID qui ont une gueule abominable, on dirait qu'on a chié sur le carnet à croquis, la ID to All est vraiment jolie. Ça reprend des gimmicks stylistiques qui sont nouveaux pour la gamme. Et apparemment elle s'appellerait aussi ID pour All pour la proposer un tarif vraiment agressif, genre moins cher qu'une Zoé. Donc tu auras un produit équivalent à une Polo, avec le cycle Volkswagen, avec la finition Volkswagen, des performances meilleures qu'une Zoé, un confort meilleur qu'une Zoé, moins cher. On attend de voir quand même vraiment ce que ça donnera, mais l'idée sur le papier est bien. On a eu chacun une Volkswagen. Toi, t'avais le bon vieux Delete TDI 140 avec le fameux logiciel truqué, Et oui. que tu as fait reprogrammer puisqu'on se connaissait pas encore. Et je trouvais que ça daubait fort fort. Et moi j'ai eu la W8, encore une belle invention du docteur Piège là-haut là. Volkswagen qui va absolument aller sur électrique, c'est dommage. Néanmoins, est-ce que la plupart des Golf de base ou des Polos de base dans leur motorisation thermique apportent quelque chose d'exceptionnel? C'est vrai que c'est peut-être une des seules marques sur laquelle on peut avoir l'avis plus positif à se dire vraiment, pour l'objectif d'usage des véhicules vendus, c'est peut-être le truc le plus pertinent. On espère que vous avez apprécié ce Vultech sur Volkswagen, il était très dense parce que l'histoire est très dense. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. À l'Instagram, à Dvebrequin. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre, on a tout fait le tour. Merci de nous avoir regardés, on verra plus jamais Volkswagen en compétition. On va aller manger au McDo, bisous. Allez, j'ai faim. J'ai hâte, hein. À plus. J'ai pas dormi cette nuit parce que le meilleur Tuning Show sur 2 semaines. C'est un peu l'impuissance. Je vois vraiment Katrina arriver, je la regarde arriver sur moi. Je peux faire comme les Américains, essayer de tirer sur la tornade. Tu vas utiliser beaucoup d'énergie. Comme ce petit moustachu, quelle belle transition.